Il y a moins de 3 ans, Culiacán, une région du nord-ouest du Mexique, avait été frappée de plein fouet par une tempête tropicale, emportant avec elle les maisons et biens les plus précieux de ses habitants. L'État leur était venu en aide en envoyant des matelas pleins de cafards. Heureusement, le leader du cartel de la région, Joaquín Guzmán, alias El Chapo, vint gracieusement à leur secours, véritablement cette fois, en envoyant des matelas tout neufs siglés de son propre nom. Aujourd'hui, l'histoire se répète, sauf que la tempête a pris une toute autre forme. Elle ne frappe plus seulement Culiacán, mais bien l'intégralité du territoire mexicain, et même au-delà. Vous l'aurez compris, je parle ici du Covid-19. Mais alors, qu'est-ce qui relie ces deux événements qui, de prime abord, n'ont rien en commun? Eh bien, il s'agit de l'implication de ces stratèges, que sont les narcotrafiquants. Vol, blanchiment, séquestration, trafic en tout genre, crimes, tyrannie, barbarie. La liste de leurs exploits est encore longue. Ce n'est pourtant pas une image néfaste qu'ils renvoient auprès de toutes les populations. Véritables icônes de la culture pop pour la jeunesse défavorisée, bienfaiteurs pour les fermiers des zones reculées, ou encore Robin des Bois des temps modernes pour les populations les plus infortunées. Et nous, occidentaux, qu'en est-il de l'image que nous avons d'eux? Ce serait mentir que de dire que nous ne sommes pas tombés sous le charme de Pablo Escobar, glamourisé depuis l'arrivée de Narcos sur Netflix. Cette figure ambiguë, tiraillée entre inflexibilité et générosité, a su capter notre sympathie. Il semblerait donc qu'en dépit de leurs agissements défiant toute morale, les narcotrafiquants aient finalement des enseignements à nous dispenser. Cicéron disait « Un champ, si fertile soit-il, ne peut être productif sans culture, et c'est la même chose pour l'être humain. » Il s'avère que ces paroles ont très vite résonné chez les narcotrafiquants. Ils ont donc veillé, à leur tour, à créer de toutes pièces leur propre culture collective, la narcoculture. Elle est classique dans sa construction, elle a sa propre religion, avec le culte loué à la Santa Muerte, sa propre musique, avec les très populaires narcocorridos, ou encore ses propres codes et traditions. La narcoculture, bien qu'assimilée à une certaine délinquance, s'est démocratisée et même ancrée auprès d'une immense partie de la population mexicaine. C'est de cette façon qu'une communauté si importante a pu être fédérée, mêlant subtilement adeptes du trafic et civils. Aujourd'hui, les narcotrafiquants jouent aux réalisateurs et s'assurent de reprendre les codes de la narcoculture dans leurs vidéos. Ils mettent en scène de véritables héros, venant une nouvelle fois au secours des populations reculées, leur apportant denrées et masques à l'effigie d'El Chapo. C'est donc à travers cette communication de charme bien rodée que les narcotrafiquants gagnent un peu plus chaque jour la sympathie des civils. Alors oui, les narcotrafiquants maîtrisent mieux que personne l'art du storytelling. Planches de surf télécommandées, distributeurs de jouets, canettes de bière, boîtes de sardines, implants mammaires ou encore carcasses de requins congelés. Il semblerait qu'un narcotrafiquant ne soit jamais à court d'idées lorsqu'il s'agit de business. Rien d'étonnant lorsque l'on sait que les cartels sont armés des meilleurs créatifs et ingénieurs calquant leurs modèles sur les entreprises les plus innovantes de la Silicon Valley. Ces profils très complémentaires n'ont pas de frontières lorsqu'il s'agit d'assouvir leur soif d'apprendre. Ils parcourent alors la terre entière, observent, s'inspirent, avec pour unique objectif de revenir encore meilleurs. Ainsi, c'est entre autres grâce à leur voyage au pays des poètes et des penseurs qu'ils purent construire l'époustouflant tunnel d'1,5 km avec rails, système de ventilation et lumière qui servit à sortir El Chapo de prison dans le plus grand des conforts. De la même façon, c'est en s'inspirant d'informaticiens américains que les États ont pu établir leur propre réseau de communication radiophonique secret. Alors oui, les narcotrafiquants maîtrisent mieux que personne l'art d'innover. La crise sanitaire a frappé l'État là où les cartels, eux, n'ont été que peu touchés. Leurs réserves en cash leur ont permis de déployer leur nouvelle stratégie, celle de s'infiltrer et de contrôler les plus hautes sphères de l'État. Comme le disait très bien le fils de Pablo Escobar, les plus grands barons de la drogue n'ont pas construit leur business ou leur fortune grâce à leur agilité ou leur méthode de management, mais plutôt avec l'aide de la corruption internationale. Faire des versements en cash ou des cadeaux, c'est commode, puisque ça ne laisse pas de traces. Et puis surtout, ça permet d'obtenir les faveurs de l'État. Lorsque l'on sait que 90% des crimes sont aujourd'hui classés sans suite, on comprend alors que leur influence est grandissante, qu'elle dépasse la population pour s'infiltrer de manière durable au sein de l'institution policière.
De cette façon, plutôt que de déclarer la guerre à l'État par le biais d'affronts, ils utilisent la corruption pour lui faire perdre toute crédibilité auprès de la population dans un contexte déjà fragile. Et quand les pots de vin ne suffisent pas, les narcotrafiquants collaborent avec l'État pour construire des relations qui leur sont favorables. Alors oui, les narcotrafiquants maîtrisent mieux que personne l'art de la politique. Finalement, il semblerait qu'en empruntant un nouveau regard, même les plus grands criminels de ce monde aient des enseignements à nous dispenser.